Bonsoir à tous, on est dans notre semaine Tolkien chez Intergalactique et ce soir j'ai le plaisir de recevoir Yannick Chazaring, auteur du guide Tolkien qui sort demain en librairie et édité par ActuSF du coup, livre sur lequel on va discuter ce soir, donc bienvenue Yannick. Bonsoir Julien. Ben écoute, on va te découvrir un petit peu Yannick, qu'est-ce que tu fais dans la vie, qui es-tu? Qui suis-je? Bah écoute, j'ai 47 ans. Je suis originaire de la région bordelaise et je vis en région parisienne depuis une bonne vingtaine d'années maintenant. J'ose pas calculer. Et donc voilà, j'ai une famille. Je suis papa de 2 enfants et voilà, j'ai un travail à plein temps. Tu veux peut-être savoir ce que je fais pour nourrir ma famille au quotidien. En fait, je suis chargé de veille dans une organisation professionnelle du secteur social et médico-social privé à but non lucratif. Donc en gros, c'est une organisation qui regroupe des associations du secteur handicap, de l'aide aux personnes âgées, de la protection de l'enfance, de l'inclusion sociale, voilà, tout ce qui est un peu aide aux personnes en difficulté en fait. Et donc à ce titre, moi je fais des revues de presse, on va dire, destinées aux techniciens de ma structure ainsi qu'aux administrateurs. Donc voilà, D'accord, je passe mes journées à faire des copier-coller, comme me l'a dit un ami. Voilà. c'est le sentiment que tu as toi de faire du copier-coller toute la journée? Pas tout à fait quand même, parce que je scrute quand même l'actualité de mon secteur et pas que. Et bon, ça permet d'avoir une idée de la situation sociale du pays, entre autres. Voilà, D'accord. donc non, je ne fais pas que du copier-coller, hein. Je fais d'autres choses aussi, hein. Ça, c'est mon activité principale, mais voilà, dans le cadre de mon poste, j'ai aussi d'autres missions qui sont un peu moins répétitives et un peu plus intéressantes. Bah Voilà. écoute, il y a Adrien Party que tu connais, que j'avais en interview il y a 2 semaines ici même, qui dit qu'apparemment tu fais aussi du badminton. Donc il a chez Alors infos là. ça, ouais, ouais, ouais. Alors ça, c'est une activité totalement de loisir que je pratique une fois par semaine. En général, pendant 3 heures, effectivement, je tape dans un volant avec une raquette, en compagnie voilà, de plein d'autres personnes, bien sûr, hein. Voilà, donc ça c'est un peu mon défouloir et voilà, ma grande joie. Ça me permet de m'échapper de tout le reste pendant 3 heures et c'est ma joie. Ah bah je Et je comprends. recommande à tout le monde de faire ça parce que c'est un sport qui fait beaucoup, beaucoup de bien. Ok. Et donc il n'y a pas que Yannick donc, qui a donc son travail alimentaire, mais extrêmement intéressant. Alimentaire ne veut pas juste dire que voilà, on fait ça tristement. Il n'y a pas que badminton, tu es donc aussi auteur d'essais, puisque tu as donc sorti notamment je vais dire les deux derniers, en gros, le guide Stephen King. Il date de quand celui-ci déjà? Il date du mois de février D'accord, il est tout cette année. récent. Du coup, tu en as sorti deux Oui, cette année, quoi. Le guide Stephen absolument. King que j'ai juste derrière moi aussi, mais je vais pas forcément vous montrer tout de suite, et donc le guide Tolkien qui sort demain, donc dans toutes les bonnes librairies indépendantes ou directement chez l'éditeur ActuSF. Donc en gros, donc t'as quand même une vie plutôt bien remplie. Ça prend quel temps dans ta vie de t'atteler à une tâche comme me dire je vais faire un guide sur Stephen King, je vais faire un guide sur Tolkien. Alors, étant donné que j'ai un travail à temps plein et une famille, en gros, je ne travaille sur l'écriture que le soir. Et sur un temps assez contraint parce qu'au-delà de minuit et demi, en général, je commence à ne plus rien écrire de cohérent et puis ça risque de faire des nuits un peu trop courtes pour être quand même performant dans la journée. Donc, en gros, effectivement, je travaille en soirée pendant 3 heures et ce pendant 6 mois en général. Puisque là, en fait, bon, tu as cité mes deux derniers bouquins, mais j'en suis au quatrième en fait. Et ils sont sortis presque tout. Il y en a un tous les 6 mois quasiment. C'est d'accord, c'est vraiment très comment dire. Enfin, t'es très productif du coup.
Oui, 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 c'est ce que les gens me disent. Alors moi, Ah ouais, voilà, je m'en rends pas trop compte, mais parce que je suis le nez dans le guidon. Mais effectivement, quand on regarde les dates, c'est assez rapproché. Mon premier ouvrage date de mars 2020 ok. et Donc je dis une bêtise, juste avant le confinement, six du mois, coup. 6 jours avant. 6 jours avant, ouais. Ok. 6 jours avant le confinement, ce qui fait qu'effectivement, mon livre a eu une vie en dehors des librairies pendant plusieurs mois. Et puis le deuxième, alors non, ça fait pas 6 mois, je dis des bêtises, mais le deuxième, alors je vais les montrer, tiens. Je vais les montrer. De ouf. Le premier, donc c'est Hommage à J.R.R. Tolkien, Mhm. Promenade en Terre du Milieu, là chez Inis Édition. Ok. Donc le premier. Le deuxième, c'est Hommage à The Witcher, la saga d'un Ok. chasseur de monstres. Mhm. Voilà. Le troisième, c'est le guide de Stephen King. Alors là, il y a des petites choses sur le côté parce que c'est un exemplaire personnel de travail parce qu'il va être réimprimé. Ok. Il est épuisé. Ah bah Il super. est épuisé, donc il faut que je fasse quelques corrections dessus et quelques ajouts. Voilà, et donc le guide de Tolkien avec un joli bandeau. Que tu n'avais peut-être pas toi, mais Si, si, voilà, je l'avais. Si, joli si, je l'ai eu. bandeau. Je l'ai enlevé du coup pour lire. Ça m'embête un peu les bandeaux. Du coup, je l'avais enlevé. Voilà. Et entre-temps, je fais une petite pub en passant, j'ai aussi fait la préface de cet ouvrage qui recense voilà, des figurines de l'univers de Tolkien. Voilà. Donc je remercie Christian Mallet de m'avoir fait confiance pour écrire la préface. Voilà. Je suppose que on trouvera quelque part toutes les URL pour commander tous ces ouvrages. Oui, on peut sur le site du festival de toute façon, où il y a Adrien qui se charge actuellement de faire passer le message dans le chat. Dans le chat. Euh, Merci Adrien. du coup, en gros, on va dire qu'il y a beaucoup de Tolkien au sein de tes livres, mais Ouais. du coup, juste pour faire une petite aparté là-dessus, The Witcher, Stephen King, pourquoi? Alors, il se trouve que The Witcher, je connaissais un petit peu l'univers. En fait, quand le premier bouquin est sorti, moi j'étais très satisfait de ma collaboration avec l'éditeur. Donc, je suis retourné le voir en lui disant, est-ce que ça te dirait qu'on fasse un deuxième bouquin ensemble? Il m'a dit oui. Donc, partant de là, on a discuté de plusieurs sujets, des univers, des auteurs éventuels sur lesquels on pourrait travailler. Et puis parmi la liste que j'avais proposée, il y avait The Witcher, sachant que la première saison de la série Netflix était en cours de production à ce moment-là. D'accord. Donc il m'a dit ah ça pourrait être pas mal parce que quand ça va sortir, si on pouvait sortir le bouquin à peu près au même moment, ça serait cool. Mhm. Et du coup, alors il y a eu des retards dans la sortie du bouquin. Il est finalement sorti en novembre 2021, donc il y a un peu moins d'un an maintenant. Mais ça m'a permis effectivement de coller à peu près à l'actualité de la production Netflix, qui a sorti aussi un peu avant un long métrage d'animation qui s'appelle Le Cauchemar du loup, qui prend pied dans le même univers. D'accord. Donc je connaissais un petit peu l'univers de par certains des récits que j'ai pu lire, parce qu'en fait The Witcher au départ, c'est une série écrite par un écrivain polonais dans les années 86, et c'était une série de nouvelles, et ensuite plusieurs romans en fait. Il y a eu 5 romans qui Ouais, forment un tout narratif, et puis un roman un peu à part. Donc ça représente 8 bouquins au total d'accord. chez Brajlon. Et du coup, pendant l'écriture, moi je me suis immergé dans cet univers en lisant la totalité des histoires. J'avais déjà joué aux jeux vidéo. Oui, très Et puis connu, j'ai hein, qui. découvert ouais, tout à fait, un excellent, enfin surtout le troisième qui est vraiment une tuerie, c'est le cas de le dire. Et puis il y a aussi effectivement la série Netflix, il y a ce long métrage dont je parlais, il y a eu une série et un film en Pologne. Mhm.
Il y a une comédie musicale, il y a même Ah ouais. une école de sorceleurs, ouais, ouais, qui s'est montée de manière un peu temporaire en Pologne d'ailleurs. Enfin, il y a plein de choses intéressantes et puis du coup, voilà, ça s'est fait comme ça. Et ensuite, chronologiquement, bon, j'avais envie de changer un petit peu de format. Et puis je suis tombé sur le guide Lovecraft chez ActuSF, Mhm. écrit par Christophe Thiel. Tout à fait. Et ouais, sachant que je connaissais un peu Jérôme Vincent déjà à l'époque, je suis allé le voir en lui disant écoute, est-ce que ça te dirait qu'on travaille ensemble sur des bouquins, enfin sur d'autres grands noms de l'imaginaire, sachant qu'il y en avait déjà eu quelques-uns dans cette collection des Trois Souhaits. Et du coup, j'ai proposé King, qui est mon autre auteur préféré avec Tolkien, en D'accord. fait. C'est un auteur que je lis depuis l'âge de 14 ans, donc je te laisse faire le calcul, et que j'ai suivi dans tous ses bouquins depuis, même si je ne suis pas toujours fan de tout ce qu'il a fait. Et du coup, ça a été un plaisir. Il y a plusieurs périodes de Stephen King. On en parlait un soir. Je sais pas, on a fait de grosses papotes sur Stephen King, un peu improvisé. Et moi aussi, je le lis. Je Mhm. l'ai découvert au collège et j'ai eu un gros coup de cœur. J'ai un peu tout bouffé de sa production des années 80-90. Effectivement, je trouve qu'il y a eu un tournant aux alentours des années 2000, notamment, qu'on pouvait suivre ou pas. Mais moi, je l'ai perdu un peu de vue à ce moment-là, Stephen King. Ouais, ça correspond un petit peu à la période où il a eu un Ouais, accident son accident avec le camion, ouais. avec le camion où il est pas passé loin Ouais. de mourir, tout simplement. Et du coup, ouais, il y a eu voilà, une période de baisse qualitative de ces bouquins. Mhm. Et puis c'est revenu, là, depuis 10-15 ans, il y a de très très bons bouquins qui sont sortis. Donc pour moi, c'est un auteur majeur. C'est toujours un auteur majeur puisqu'il fête ses 75 ans aujourd'hui. Ouais. Ah oui, Coucou c'est vrai. tonton Steve. Bah ouais. C'est ça. Et donc, c'est l'anniversaire de Frodo, Bilbo et Stephen King Eh aujourd'hui. ben, c'est un grand jour, on l'a bien Et choisi. exactement. Et donc, voilà, pour moi, c'était cohérent de faire un bouquin sur King. euh, Parce que voilà, je connais bien son œuvre et puis Jérôme était tout à fait intéressé pour faire un bouquin sur lui, donc ça s'est fait comme ça. Et puis comme ça a bien fonctionné, on a embrayé sur le guide de Tolkien, où pour le coup, effectivement, ayant déjà fait un premier ouvrage, bon, Bah, ça a été... pour arriver sur Tolkien, c'est un peu ma première question du coup. Donc Hmm. quelle est la différence entre ce que tu as publié chez Nice Éditions et le guide qui sort donc demain? Alors déjà, la différence, elle est au niveau du format. Hein. D'accord? Voilà, Oui. voilà, la différence, elle est là. Le grand, il y a plein d'images, pour ceux qui aiment bien les images. Et le petit, il n'y a que du texte. Du coup, c'est pas forcément le même public qui est visé. Le grand, c'est vraiment faire découvrir le Tolkien au travers de tous ses aspects au grand public. Et celui-là, ça s'adresse à des gens qui sont un peu plus dans le, comment dire, un peu plus à la recherche d'informations vraiment précises. Je dis pas que c'est imprécis pour le grand, mais c'est pas tout à fait la même optique. Et puis il y avait des choses que je n'avais pas pu dire dans le premier livre. En fait, pour ne rien te cacher, en fait, j'ai explosé la pagination qui était prévue au départ pour le premier bouquin. Et malgré ça, j'ai dû quand même me réfréner. Voilà, il y avait des choses que je n'avais pas pu mettre. Du coup, je les ai mises dans le guide Tolkien, notamment des chapitres consacrés à la magie, D'accord. Oui. consacrés à la religion Très intéressant que sur la je n'avais. religion parce Ouais. qu'en plus on a fait une émission mardi avec Alexei, donc qui est un doctorant et un journaliste, et on a parlé de influence politique et religieuse chez Tolkien et du coup je l'ai lu après, du coup bon c'était hier. Et là, ça m'a beaucoup intéressé et j'ai été un peu déçu de ne pas avoir lu plus tôt ton chapitre sur la religion parce que ça m'aurait donné peut-être plus de billes en plus pour discuter avec Alexei sur le moment, quoi. Et c'était Écoute, je te remercie. c'était très très intéressant. Voilà.
Tout à fait. Donc là, l'idée, c'était effectivement de rentrer un peu plus de manière un peu plus experte sur Tolkien, et puis de continuer l'actualité, sachant qu'effectivement, il y a la série Les Anneaux de Pouvoir là, qui vient de sortir. Tout à fait. Et donc, j'ai pu en parler un peu plus dans ce guide que dans l'hommage à Tolkien, où c'était juste, on avait 3 petites infos Oui. il y a 3 ans, quoi. Et, Voilà. et du coup, donc c'est un guide. Et donc, comment as-tu décidé de guider les lecteurs de ce guide? Du coup, il y a 3 fois le mot guide dans ma question. Non, mais Euh, quel a été ton parti pris? C'est un guide, du coup, comment guides-tu effectivement les gens pour suivre cet auteur? alors, je prends les gens par la main. En fait, alors mes bouquins sont faits un peu sur le même schéma en fait. Je commence à parler de l'auteur lui-même, de sa vie, de ses influences de sa personnalité, quand on a des informations sur sa personnalité, et à partir de là, je parle de son œuvre en développant, certains points de vue, comment dire? Certains angles qui peuvent être un peu originaux sur l'œuvre en question, en fait. Donc, voilà, je parle de ça, et puis je termine ensuite sur comment dire, enfin, je continue sur des articles un peu transversaux. Par exemple, j'en ai un sur le fait que Tolkien a quelque part, alors il n'a pas fondé la fantasy, hein, on peut pas dire ça, mais il C'est de a, mes questions justement parce que je trouve que c'est le ouais, chapitre que j'ai peut-être préféré ouais. au sein du guide. Mais on va revenir. Alors je vais te proposer de revenir dessus. Ma question est toute bête, mais je te propose de revenir Mhm. dessus un petit peu plus tard. D'accord. Alors, voilà, il y a des thèmes un peu transversaux, et puis je termine l'ouvrage sur son influence, en fait, son importance en tant qu'auteur. Donc, ça glisse par rapport au fait qu'il aurait peut-être fondé la fantaisie. Et donc, je parle de ses héritiers, et pas seulement de ceux qui touchent de l'argent sur ses ventes. Je parle évidemment des héritiers littéraires. Ils sont nombreux effectivement en fantasy, et qui ont parfois du mal à se détacher de l'ombre tutélaire de Tolkien. Ouais, je suis bien d'accord. Voilà. Euh, Et puis à la fin, ben, il y a une bibliographie. Dans ce guide, il y a une liste de noms. Voilà, je parle des 2 traductions de ces bouquins principaux, parce que c'est un sujet important aussi. Donc il y a, voilà, il y a des sujets un peu transverses que je n'ai pas forcément abordés dans un premier temps. et il y a aussi des interviews. Ouais, alors il se trouve que moi je suis membre de Tolkien Deal, je fais partie de l'association, et du coup on a beaucoup de discussions concernant Tolkien au sein de l'association, donc ça me semblait naturel d'interviewer quelqu'un de l'association. Alors il se trouve que là c'est quelqu'un qui s'y connaît vraiment en langue elfique, donc Ouais. qui a pu faire un exposé assez intéressant au travers de cette interview sur les langues. J'ai interviewé aussi Emmanuel Chastelière, qui est le fondateur d'Elbakin, qui est un site consacré à la fantasy, mais bon, qui connaît bien aussi Tolkien, qui était un peu le fonds de commerce entre guillemets d'Elbakin à ses débuts. Donc j'ai rencontré effectivement pas mal de gens, mais ce sont des noms qui me sont venus effectivement assez facilement, parce que ce sont des gens soit que je côtoie entre guillemets virtuellement, soit qui reviennent souvent dans les conversations avec les Tolkienophiles. Donc c'est comme ça un peu que j'ai construit le bouquin au fil de son écriture. Et puis bon, j'ai eu une grande liberté au niveau de la structuration de la part de Jérôme, que je salue, bien sûr, parce qu'effectivement, il m'a laissé quartier libre sur, sur, euh, sur le sommaire du guide, en faisant quand même de temps en temps des petites suggestions que j'ai pris en compte. Du coup, voilà, c'est un bouquin
qui est comme je le souhaitais effectivement avec le contenu que je souhaitais y mettre. Moi, une chose qui m'a beaucoup intéressé dans le livre et qui est bien abordée, c'est la question donc Tolkien est un philologue, c'est dit dans Oui. l'introduction, et donc Mmh. bon, je sais que j'enfonce un peu des portes ouvertes en abordant ce sujet-là, mais clairement la question de la langue chez Tolkien est quelque chose de très intéressant. Comment tu l'as abordé, toi? Et en fait, je l'ai abordé, comme Tolkien en fait a créé son monde, imaginaire. C'est-à-dire que, heu, la langue est à la base de tout. La langue, d'une manière générale, c'est à la base d'une civilisation. Tolkien, lui, était passionné par les langues anciennes. Il s'intéressait à l'islandais, au vieux norrois, au moyen anglais, à beaucoup de langues, surtout, nordiques. Et il était frustré un peu quelquefois de ne pas pouvoir aller plus loin dans ses recherches. Il était enseignant, hein, aussi à Oxford notamment, en philologie, mais il était frustré et du coup, il s'est mis à inventer lui-même des langues. Alors en fait, ça a commencé tout petit. Il a commencé, très, très jeune, il a inventé des langues avec ses cousines, certainement pour tromper l'ennemi qui devait être l'adulte, de la famille. Mais il a continué en fait et il a commencé à inventer ses propres langues et les faire vivre et ben, il les a mises dans des histoires en fait. Il les a mises en scène dans des histoires qui, elles-mêmes, sont devenues, ont commencé à grossir. Il a commencé à relier les histoires entre elles, comment dire? À développer la mécanique des langues. Parce que ça peut pas être, fait n'importe comment, en fait. Les langues qu'il a inventées répondaient aux mêmes structures que des langues, véritables, en fait. Donc ces langues elfiques, en particulier, étaient fortement inspirées des langues, nordiques et ça se ressent, on a même maintenant des dictionnaires voilà, du haut elfique, on a des dictionnaires de langues naines, donc parce que comment dire? Il y a des structures bien précises Oui. au sein de ces langues. Donc, au fur et à mesure, donc il a créé des histoires et puis, ces histoires ont pris de plus en plus d'ampleur et puis, à un moment donné, bah, une de ces histoires est devenue, et a été publiée et puis ça a commencé un peu comme ça, en fait. Le Hobbit, a été publié un peu par hasard. On l'apprend aussi dans ton livre, hein, du coup, que l'enchaînement de circonstances qui est arrivé à la publication du Hobbit est très amusante. Oui, en effet, en fait, au départ, c'était une histoire qu'il racontait à ses enfants, le soir pour les endormir. Mais il avait écrit un manuscrit, en fait, qu'il a fait circuler parmi ses étudiants. On ne sait pas trop pourquoi, mais sans doute pour partager, hein. C'était quelqu'un qui était très généreux et de fil en aiguille, en fait, le manuscrit est arrivé entre les mains d'une assistante éditoriale chez un grand éditeur anglais. Elle l'a transmis à son patron qui lui a dit ah c'est une histoire pour enfants, bon bah, je vais le donner à mon fils et son fils l'a lu contre un pence je crois Ah oui. et le garçon a trouvé ça très très bien. Du coup son père a publié le bouquin comme ça. Et, Bon, alors il n'a pas été publié tel quel, hein. Bien sûr, ouais. Tolkien l'a retravaillé pour que ce soit publiable, mais voilà, c'est arrivé un peu comme ça. Et puis Tolkien n'y croyait pas trop, et puis finalement le bouquin a pas trop mal marché, et puis son éditeur lui a dit ben, faites-moi une suite au Hobbit. Voilà. Et ça, c'est le chapitre suivant, c'est celui du Seigneur des Anneaux. Tout à fait. Et du coup, le Hobbit sort, c'est un succès assez immédiat, si je dis pas de bêtises, si je dis plus de bêtises. Et du coup, et on va pouvoir accrocher la question de la fantasy. Du coup, est-ce que Mhm. c'est un peu la naissance de la fantasy populaire qui s'est faite à cet instant-là, selon toi? Populaire, c'est alors
Peut-être, Donc, parce non, pardon, qu'effectivement, pas populaire. La fantasy, c'est popularisé, c'est ce que je voulais dire. J'ai mal posé ma question. c'est possible, c'est possible. Alors, il faut dire qu'effectivement, était peut-être à une époque, dans les années 1930 où la littérature s'est peut-être mieux développée que dans les années 1880. Je ne saurais pas dire, mais effectivement, ça a eu un grand retentissement, pas énormissime, mais un retentissement suffisant pour que son éditeur soit satisfait. Il demande d'écrire une suite. Et en fait, c'est plutôt à la sortie du Seigneur des Anneaux que Tolkien a explosé, en fait. Oui. Mais ça s'est pas fait tout de suite, hein, puisque il a écrit pendant 17 ans Oui, 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 pour faire le Seigneur des Anneaux. c'est raconté effectivement qu'il y a une phrase célèbre de lui qui dit que enfin, toute son âme est dans ce livre et qu'il a sué sang et eau. Enfin, je me rappelle plus exactement la citation, mais qui dit quand il l'a Mhm. livré, il était en mode bon bah j'ai tout donné quoi en gros. Oui, c'est ça. Et encore, il était pas totalement sûr de lui quand la version finale a été envoyée à son éditeur. C'est-à-dire que Tolkien n'est jamais satisfait de ce qu'il écrit et il réécrit sans cesse en fait. Il fait son histoire en tant qu'auteur est faite de couches en fait. Il change 10 fois telle ou telle version, les noms changent, les circonstances. Du coup, ça a mis beaucoup de temps, mais je crois que son éditeur lui a mis un peu le couteau sur la gorge pour qu'il sorte finalement Le Seigneur des Anneaux en 1954 et 1955. Hein, c'est sorti en trois volumes. Et en fait, ça a pas trop mal marché effectivement quand c'est sorti, mais c'était encore au niveau du succès d'estime. Par contre, c'est une dizaine d'années plus tard qu'il y a eu comment dire, un phénomène un peu particulier, c'est-à-dire que sur les campus américains, le Seigneur des Anneaux, enfin, aux États-Unis, en fait, il y a eu deux éditions pirates, Mhm. qui n'étaient pas autorisées, qui ont beaucoup circulé, en particulier sur les campus américains, parce que Frodo est devenu une sorte de symbole de lutte contre l'oppression. Et à cette époque-là, c'est la grande époque des droits civiques, la guerre du Vietnam n'est pas très loin. Donc il y avait un vent un peu particulier de soif de liberté qui soufflait sur les États-Unis et le bouquin de Tolkien est devenu un symbole et s'est vendu à des centaines de milliers d'exemplaires. Ce qui fait que du coup, il y a eu des réimpressions, des nouvelles éditions aussi de fait dans les années qui ont suivi, et Tolkien s'est rendu compte qu'en fait, il avait créé un monstre. C'est une autre de ses citations. Il dit que j'ai créé un monstre. C'est-à-dire que ça lui a échappé, Ouais. en fait. Ça lui échappe toujours quelque part. Alors il y a deux autres angles que je vais aborder suite à ce que tu viens de dire. Le premier, c'est qu'effectivement, comme tu dis, il a été très prolifique dans ce qu'il écrivait. À sa mort, son fils Christopher Tolkien a été donc désigné comme légataire des écrits de son père. Et il Mhm. s'est retrouvé, alors je me rappelle plus exactement du chiffre, mais avec 70 cartons, je crois, C'est ça, de... c'est le chiffre qui circule en tous les cas. Il Ouais, s'est retrouvé avec 70 cartons de notes et d'écrits épars, euh, comment dire, de la main de son père. Et du coup, il s'est retrouvé, enfin, il est parti à la retraite parce que lui-même était un philologue émérite comme son père, oui. également très intéressé par les mythes nordiques. Ben, il a pris sa retraite de professeur émérite et il a consacré tout le reste de sa vie à publier l'œuvre de son père. Oui, et dans un Donc gros en fait, travail, hein, du coup. un travail monstrueux, un travail monstrueux. La première pierre de cette partie, c'est le Silmarillion, qui est un peu la quintessence de l'œuvre de Tolkien, qui contient en germe effectivement la plupart des récits qui émaillent Arda, puisque Arda c'est la terre fictive inventée par Tolkien depuis sa création par des créatures divines et semi-divines Mhm. jusqu'au quatrième âge, c'est-à-dire l'âge des hommes.
Et Donc il y a eu ça et puis ensuite le Silmarillion a été, «redécoupé» entre guillemets, en différents récits. Il y a eu l'histoire de la Terre du Milieu qui comporte 12 tomes, qui effectivement propose, des versions étendues de certains des récits qu'il y a dans le Silmarillion. Et il y a également les 3 grands contes qui ont fait partie de ces histoires, publiées par la suite. les contes inachevés qui sont sortis dans les années 80, si je dis pas de bêtises. Ouais, Contes et légendes inachevées, Ouais. ouais. Ouais, enfin, il y a, voilà, alors, c'est un peu les mêmes histoires entre guillemets parce que tous ces récits ont été publiés sous des versions condensées, mais ils ont été publiés séparément sous des versions étendues qui sont très intéressantes. Par exemple, les enfants de Húrin ou la Ouais. chute de Gondolin, qui sont des belles histoires. Donc, il y a beaucoup de choses encore à découvrir chez Tolkien. Il y a encore de l'inédit. D'accord. Y compris en anglais. Il y a 3 ans, il me semble, on a découvert dans une bibliothèque un essai qu'il avait écrit sur l'œuvre de Chaucer et qui n'était pas connu jusque-là et qui du coup a été édité en anglais il y a 2 ans, je crois. On attend une traduction en France. Bon, ça ne se fera pas tout de suite, je pense, mais pour moi, Tolkien est un auteur qui est toujours vivant, Oui. qui arrive encore à nous surprendre, et puis bah, qui continue effectivement à vivre aussi au travers de divers avatars audiovisuels en particulier. Oui, ça, on a une grosse, on a un gros héritage même qui est ben, bêtement en cours sur Amazon Prime. QGL Mmh. fait une remarque dans le chat et j'ai justement à revenir sur ce sujet-là. Il dit qu'il y a que 5 traduits en français du coup sur les 12 livres, hein, si je dis pas de bêtises, qui sont sortis suite au travail de L'histoire de Christopher. la Terre du Milieu. L'histoire de la Terre du Ouais. Milieu. Et du coup, ben, c'est aussi intéressant. Donc, tu abordes aussi la question de la traduction dans ton livre. Ouais. Point très intéressant, notamment parce que tu le dis toi-même, c'est ce qui a. Bah, en fait, le premier traducteur, forcément, a lancé beaucoup de choses sur les noms, sur les choses qui sont forcément restées au fil du temps. Quelle analyse en fais-tu, toi, de cette traduction au fil de sa première à aujourd'hui? Oui, alors il faut rester très très calme en la matière parce on n'est pas loin quand même d'une guerre bactériologique entre les fans de la première traduction et les fans de la nouvelle. Donc moi je respecte tout le monde. Je pense que les deux peuvent coexister, mais il faut être conscient que comment dire, leur construction n'est pas comparable dans la mesure où Francis Ledoux, qui est le premier traducteur du Hobbit, alors ça s'appelait Bible le Hobbit à l'époque, Ouais. et qui a également traduit le Seigneur des Anneaux, n'avait aucune connaissance de Tolkien. Oui, je crois que même qu'il l'aimait pas Euh, trop, hein, tu dis dans ton livre. Enfin, il aimait, quand il a découvert, visiblement, c'était pas trop sa tasse de thé. Ouais. Il était plutôt fan de Shakespeare en fait. Donc il a, comment dire, il a pas bâclé, sa traduction. Je pense que je vais recevoir des messages Attention, oui, incendiaires dès non, demain. faut te protéger, Non, non, Yannick. en fait, ouais, ouais, non, non, il a, comment dire, il connaissait pas Tolkien, donc il n'avait pas connaissance de tout cet univers qui existait autour du Hobbit en particulier. Du coup, il l'a fait avec les moyens du bord pour traduire, et comme il y avait un certain nombre de termes inventés par Tolkien, il a eu, voilà, il a fait au mieux, mais pas forcément de façon très experte entre guillemets. Et il n'est pas seul d'ailleurs à avoir fait des problèmes, des erreurs de traduction. C'est vrai que quand on pense que la première carte de la Terre du Milieu montrait une flèche sur la gauche indiquant ici vivaient les lapins, Ah oui, c'est vrai, qui était, je m'en souviens. qui était une traduction, enfin qui était la traduction de rabbits et non pas de hobbits. Bon, on se dit qu'il y avait, bon, il y avait quelques petits problèmes à l'époque,
Mais c'était sans doute dû justement à cette époque où voilà, l'univers de Tolkien n'était pas encore très connu en France. Donc moi j'ai été biberonné à Francis Ledoux, hein. C'est avec sa traduction que j'ai découvert Tolkien. C'est quand même, ça m'a marqué à jamais dans la mesure où moi j'ai découvert un univers fantastique avec beaucoup d'aventures, des personnages touchants, certains dans lesquels je me reconnaissais. Maintenant, c'est vrai qu'au fil du temps, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'approximations dans Mhm. dans cette traduction. Et il y a eu, sous la férule de Christian Bourgois, l'éditeur français, un travail justement récapitula- récapitulatif de ces erreurs. Un pool de lecteurs émérites, dont des gens de Tolkien Deal à l'époque. Mhm. Vincent Ferré aussi, qui est le responsable des traductions chez Bourgois, a été aussi un élément moteur. Et on s'est retrouvé, si je me souviens bien, avec un manuscrit de 600 pages de choses à corriger. Ah oui, quand même. Ouais. Là derrière, un nouveau traducteur a été engagé. Il s'agit de Daniel Lezon, qui est québécois, qui lui, effectivement, baigne un peu plus dans Tolkien et l'ensemble de son œuvre, qui depuis a été publié, hein. Le Silmarillion est passé par là, l'histoire de la Terre du Milieu aussi, et qui du coup a pu corriger un certain nombre d'approximations, et à côté de ça, a pu rétablir le souhait que Tolkien avait formulé à une certaine époque concernant les traductions, qui était de ne pas traduire certains noms, de D'accord. les laisser tels Oui. quels dans toutes les langues, mais aussi de respecter une certaine musicalité dans les poésies, ce que n'avait pas fait Francis Ledoux à l'époque. Mhm. Du coup, il y a eu un gros travail à ce niveau-là de la part de Daniel Lauzon, qui a livré une nouvelle version du Hobbit et du Seigneur des Anneaux, probablement plus proche de l'esprit de Tolkien, euh, mais, euh, mais forcément effectivement différente de ce qu'a fait Francis Ledoux. Moi c'est vrai que quand j'ai découvert la traduction de Lauzon, en particulier pour le Seigneur des Anneaux, j'ai eu l'impression de lire une nouvelle histoire. D'accord. Ok, moi, j'ai pas lu aucune Carrément. des nouvelles traductions. J'ai vraiment, dans ma bibliothèque, j'ai que de l'ancien, quoi. Ben écoute, je t'encourage à essayer. Hmm. Maintenant, je pense que les deux peuvent coexister, sachant que la première, ça va être compliqué de la trouver d'ici quelques temps parce que bah, elle n'est plus éditée, hein, bien sûr. D'accord. Oui. Les éditeurs grand format et poche n'éditent plus que la nouvelle traduction. Donc au fil du temps, ça deviendra compliqué de trouver l'ancienne en librairie. Il y a le Silmarillion aussi qui a été retraduit et qui est sorti l'année dernière. Voilà, je Oui. t'avoue que je peux pas encore faire beaucoup de comparaisons parce que j'ai pas tout à fait terminé ma lecture. Et puis le Silmarillion, Mais c'est un gros morceau, hein. Faut vraiment être en c'est un mode. gros morceau, Ouais, hein, ouais, ouais. Je l'ai lu c'est quand j'étais lourd à ado et lire, je l'ai hein. fini, Ouais. mais c'était. Fallait s'accrocher, hein. C'est vraiment passionnel, quoi. Ah oui, ouais, c'est un gros morceau. C'est beaucoup moins facile à lire que le Hobbit et le Seigneur des Ouais, Anneaux. ouais, quand on Donc passe aux voilà. généalogies, on est là, fait bon, d'accord. C'est vraiment un passage à faire, quoi. Ça se mérite. Donc voilà, moi je dirais qu'effectivement voilà, les deux ont des mérites, hein. Ledoux avait quand même réussi à mettre de la féerie, de la magie dans sa traduction. Mais Lauzon, effectivement, respecte mieux l'esprit de Tolkien. Et puis si ça se trouve, d'ici 40 ans, on aura une nouvelle traduction qui sera encore différente et qui aura aussi ses avantages et ses charmes. J'entends. Voilà. Eh ben parlons un petit peu du chapitre sur la fantasy. Est-ce que Tolkien a inventé la fantasy? Est-ce que toi tu livres une après on va quand même donner envie aux gens d'acheter le livre, hein, c'est un peu l'idée. Donc même sans entrer trop dans les détails, etc. Est-ce que toi tu trouves que Tolkien est l'inventeur de la fantasy? Non,
Non, non, non, bien sûr que non. On peut pas inventer un genre, déjà, tout seul. Ça, c'est impossible, hein. On peut pas le créer, enfin, ça me semble tellement illusoire. En fait, et je pense qu'on peut y contribuer. Je pense que, Tolkien est arrivé avec des histoires fortes qui effectivement ont marqué les lecteurs, à une époque où il y avait pas grand-chose, mais il y avait déjà quelques auteurs, hein, comme E.R. Edison, heu, enfin je sais plus, j'ai plus les noms en tête, mais il y avait déjà quelques auteurs qui étaient déjà présents. En fait, la comment dire? L'ampleur de l'univers qu'il a développé, fait que il a borné la fantaisie. C'est-à-dire que, on s'est dit: «Si c'est pas, l'histoire, d'une quête, avec des personnages, un peu, comment dire? Certains, qui ne devraient pas être là, c'est pas de la fantaisie. Si c'est pas, s'il y a pas des monstres, s'il y a pas des dragons, c'est pas de la fantaisie», enfin, tu vois? Pendant très, très longtemps, je pense que la fantaisie a même souffert de ce carcan, créé par Tolkien, à son corps défendant, bien sûr, hein. Lui, il n'avait pas pour ambition de voilà, de créer, l'œuvre ultime de fantaisie, mais pour moi, il a pas fondé. Il est effectivement, l'un des grands noms. Ces 2 romans sont pour moi des comment dire? Des espèces de bornes kilométriques, vraiment particulières, qui ont permis de voilà, de 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 faire avancer le genre, en fait. Mais je pense qu'effectivement, il vaut mieux ne pas essayer de ne pas faire du Tolkien si on veut faire quelque chose de voilà, de marquant, quoi. Donc ouais, pour moi, il a pas inventé la fantaisie, hein. C'est un contributeur, au même titre que Robert Howard avec son Conan, que E.R. Edison, comme, Clive Staple Lewis aussi, Ouais, son ami intime qui a créé le monde de Narnia. Bon, c'est moins bon que ce qu'a fait Tolkien. ouais. C'est peut-être mon avis et tout le monde n'est pas forcément d'accord avec moi, mais effectivement, il y a d'autres auteurs qui existent, hein. On peut citer Fred Sleiber aussi avec son cycle des épées, qui est quasiment contemporain. Bon, Bah, parlons un petit peu d'aujourd'hui et de l'héritage de Tolkien et notamment de ce qui se passe à la télévision, mais aussi au cinéma. Enfin, c'est un peu plus vieux du coup maintenant. Du coup, gros héritage de Tolkien. Ben, en gros, c'était très attendu. Le Seigneur des Anneaux en 2001 est arrivé de Peter Jackson. Cette trilogie qui a, comme tu dis toi-même dans ton livre, a transformé même l'industrie du cinéma dans son ensemble. Mais il y a quand même eu des adaptations avant. Est-ce que tu as envie d'en dire un petit mot? ah bah, il y a l'adaptation de Ralph Bakshi qui date de 1977 et qui est très très particulière, dans la mesure où techniquement c'est quelque chose d'assez incroyable. Il y a une partie dessin animé et il y a une partie prise de vue réelle qui est redessinée c'est la technique de la rotoscopie, Tout à fait. ce qui donne un décalage assez étrange à l'écran, qui est difficile à décrire, mais Mhm. il faut voir le film vraiment pour se rendre compte de ça. Mais au niveau de l'animation et comment dire, et des personnages, ça donne un caractère d'étrangeté au film, qui peut prêter à sourire, voire à rire, à s'esclaffer carrément, tellement on pourrait taxer ça Étonnant. de ridicule, hein. Ouais, ouais, enfin, il y en a qui trouvent ça ridicule. Moi, j'ai trouvé ça, ouais, étonnant, ouais, c'est ça. Mais Bah, le film a toujours ses fans au bout ouais. de 45 ans. Voilà, c'est un charme un peu particulier. Alors malheureusement, il
a pas vraiment rencontré son public, alors que Bakshi arrête l'histoire au tiers. Ouais, ça arrête vraiment d'un coup, le film, ça arrête vraiment un peu subitement. Enfin, d'un coup, il se passe un truc, puis il fait bon, ben, et puis on attend un petit peu la suite, effectivement. C'est ça, et du coup, bah, la suite n'est pas venue, enfin, elle n'est pas venue de la part de Bakshi. Il y a eu deux films faits par les Britanniques Rankin et Bass, alors, qui sont des dessins animés. Il y en a un qui a adapté le Hobbit, et puis l'autre le Seigneur des Anneaux, mais plutôt un gros tiers, un gros dernier tiers. Donc, mais ça se veut plus ou moins la suite du film de Bakshi, mais ça n'a pas du tout la même saveur, même si c'est assez mignon. Ouais. Donc avant Peter Jackson, il y avait déjà eu effectivement des avatars Des tentatives qui ont télévisuels. été faites. Ouais, voilà, et puis il y a eu aussi des versions un peu pirates en Ah Russie, oui, j'ai vu. qui, qui sont un C'est peu, perché, voilà, hein. c'est perché, voilà, on va dire ça, c'est perché. Et puis effectivement en 2001, alors un peu avant 2001, je crois que la production a commencé en 98 ou quelque chose comme ça, il y a l'annonce de la mise en chantier d'une adaptation du Seigneur des Anneaux par Peter Jackson, qui était surtout connu pour des films d'horreur auparavant. Et en fait, Peter Jackson a eu plusieurs idées de génie, à mon avis, concernant cette production. C'est-à-dire que d'une part, il a énormément communiqué sur la production. En fait, il a bénéficié de l'effet Internet Ouais, tout à qui était fait. en train de se démocratiser à l'époque. Ce qui fait qu'on avait régulièrement des reportages, des vignettes, voilà, qui sortaient sur la production, sur les acteurs, voilà, sur le tournage. Ça, c'était, à mon avis, sa première idée de génie. La deuxième, ça a été de tout filmer Oui. en une fois. Parce que c'était quand même une production pharaonique qui s'est passée en Nouvelle-Zélande, qui a duré 5 ans, je crois, au total. Donc il a tourné 3 films, version courte, quasiment 10 heures, version longue, 248 heures. Et puis, ce qui a permis effectivement de mobiliser des milliers de personnes sur ce projet, et du coup de pouvoir les sortir de façon très rapprochée, hein, puisqu'ils sont sortis à 1 an d'intervalle chacun, en 2001, 2002, 2003. Et le troisième coup de génie, à mon avis, c'était à la sortie des DVD, c'était de faire des bonus absolument incroyables Ah sur justement ouais. toute la production. C'était sans Voilà, fin, hein. Franchement, je l'ai regardé et tout. Je disais, mais encore 3 heures, quoi. Enfin, tu regardais juste. C'était incroyable. c'est ça. T'avais 3 à 4 heures de film, et puis derrière, t'avais 20 heures de bonus, quoi. Et tu C'était regardais, t'étais absolument incroyable. passionné, t'étais dedans, t'es passionné, puis d'un moment tu Mais ouais, fatiguais, tu disais j'en ai un peu marre du Seigneur des Anneaux, je fais ouais ouais, bon je vais sortir dehors, faire un tour quoi. tout à fait. Et je crois que c'est la première fois qu'on avait une telle plongée dans l'arrière-salle, en fait, d'une production cinématographique. Et donc, voilà, il a eu plusieurs idées révolutionnaires, effectivement, concernant voilà, cette production. Moi, j'étais absolument charmé par, la communauté de l'anneau, qui était le titre de l'époque. Maintenant, c'est la fraternité de l'anneau. Mais voilà, l'adaptation du premier volet m'a rempli d'aise. En fait, j'étais vraiment très très fan de cette adaptation, et j'ai beaucoup aimé également les deux autres volets que j'ai trouvé fort bons. Alors forcément, qui dit adaptation dit trahison, Oui. dit bah voilà, Ah il y a bah des Tom choses qui ne sont Bombadil, hein, pas. on l'a entendu parler à cette époque, hein. Voilà, on en entend toujours parler 20 ans après, et on Franchement, il entend a tellement parler bien fait de le virer, Tom Bombadil. Enfin, c'est vraiment dans la communauté de l'anneau, t'as Tom Bombadil, il apparaît, il disparaît, ça a pas changé grand chose à part qu'il les a sauvés un moment d'arbre, quoi. Et c'est tout. Et ah, moi, je trouve ça trop normal de le virer. Et je sais qu'il y avait un très bon ami à moi qui disait non, moi j'adore Tom Bombadil, je voulais le voir. Je fais non, non, c'est bien. Putain, ce passage, il m'ennuyait pas, mais je voyais bien le côté Osef pour le. C'est pas comme si Tom Bombadil allait redébarquer un moment dans la suite ou je sais pas quoi. oui, c'est vrai qu'il a un rôle un peu étrange dans le Seigneur des Anneaux. C'est une sorte d'incarnation de la nature, que bon, c'est vrai que
pour la progression de l'intrigue, il sert pas à grand chose. Donc voilà, après c'est un personnage très poétique Et très populaire aussi, hein, mine de rien. et très populaire, exactement, Mmh. extrêmement populaire, on pourrait le dire. Donc je pense que c'est l'un des principaux, reproches qui ont pu être faits à Jackson. Bon, j'ai pas forcément de sentiments là-dessus. Moi, j'aurais bien aimé le voir aussi, mais bon, comme tu dis, il n'aurait pas servi à grand chose. D'un Et point de non, vue on va narratif, encore enfin, recevoir des il aurait oui, coupé le voilà, film d'un point de vue narratif, d'un point de vue film, c'est-à-dire d'un point de vue le procédé cinématographique. Je pense que Bambadil on aurait serait pu arrivé, il aurait disparu, et les gens qui connaissent pas sur les anneaux auraient fait enfin, quoi? Enfin, ils auraient ouais, pas. Moi, je comprends. ouais, c'est vrai. Voilà, donc ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, les films de Peter Jackson, ont ont comment dire? Ont beaucoup de détracteurs parce qu'effectivement, il y a des passages qui n'apparaissent pas, voilà, mais moi je trouve que, c'est voilà, ce sont des films qui ont le mérite d'exister, de voilà, d'amener aussi les gens à lire Tolkien, parce qu'il y en a un certain nombre qui ont découvert Tolkien par les films et qui ensuite ont lu les bouquins. Donc de ce côté-là, c'est pas forcément une mauvaise chose. Il y en a qui se sont arrêtés au film, ça c'est un peu dommage. Voilà, je rencontre quelquefois en séance de dédicace et je leur dis: «Mais non, il faut lire les bouquins quand même parce qu'il y a beaucoup plus de choses». Mais effectivement, voilà, moi je la revois toujours, il passe tout le temps à la télé maintenant, hein, mais moi je le revois toujours avec beaucoup de plaisir, ce qui n'est pas forcément le cas du Hobbit. Oui, bah le Hobbit, c'est un enfer. Enfin, moi, j'en ai parlé tout à l'heure, Radio Canu, puisqu'on faisait une émission un peu sur les musiques, et notamment les musiques dans les adaptations de Tolkien. Et le Hobbit, ouais, enfin, autant le premier des trois, je l'ai bien aimé, autant le 2, j'ai un peu se levé les sourcils en mode bon, bah, je crois que je m'en fous, je suis plus trop dedans. Autant le 3, je le déteste corps et âme, quoi. Je Ouais. trouve, il est insupportable le 3, quoi. Enfin, Oui, oui, c'est tout ce qu'il y a de pire dans le c'est Seigneur des Anneaux qui est dedans. Enfin, il y a et les elfes sont une espèce de surhumains qui répondent plus à la gravité. La narration, elle est aux fraises. Je sais pas, l'émotion fonctionne pas. Et ils étirent en longueur. Enfin, oui, il y a des personnages inventés qui n'ont pas forcément d'intérêt parce que le problème, si tu veux, c'est que le principal problème, c'est que Jackson a fait pas un conte, mais une histoire pour enfants quand même, un récit épique, même gore quelquefois, ce qui est un peu à l'encontre de l'esprit du bouquin. Donc c'est voilà, c'est vraiment dommage. Et comme tu dis, il a pris ce qu'il y avait de pire dans Le Seigneur des Anneaux pour le mettre dans le Hobbit et c'est un peu dommage, Lindsay effectivement. Ellis, la une youtubeuse qui fait des essais, vidéos essais en Amérique, du coup, je crois que c'est traduit par contre, a fait un travail sur la production du Hobbit et pourquoi c'est parti en couille. Et c'est absolument Mmh. passionnant. Parce qu'elle est même, à un moment, elle part même en Nouvelle-Zélande pour interviewer les gens qui étaient sur place. Et on se rend compte D'accord. que ça a été une espèce de guerre de studio qui a eu lieu et qui a complètement mené à ça. Et c'est vraiment ultra, ultra intéressant. Enfin, en plus, Lindsay Ellis fait du travail de qualité de nature. D'accord. Mais là, vraiment, ses analyses, ses essais sont toujours pour moi des masterclass, hein. Et je trouve que celui-là m'a passionné. Il est sorti juste avant le Covid, il y a 2-3 ans, un truc comme ça. Et Mmh. surtout qu'elle avait fait le truc un peu en mode, elle avait fait partie 1, partie 2. Et puis d'un coup, elle fait partie 3 sur 2, parce que d'un coup, il y a une troisième partie qui débarque de nulle part et qui va vraiment Ouais. montrer aussi enfin, en fait, à quel point la production du Hobbit a mené la Nouvelle-Zélande à créer une nouvelle loi qui s'appelle la loi Hobbit, enfin, qu'ils ont appelé ça comme ça, et qui en fait Mmh. pourrit la production cinématographique néo-zélandaise à cause des studios américains qui sont arrivés, qui avaient des demandes, etc. On voit que les acteurs qui jouent les nains, qui sont néo-zélandais, n'étaient pas invités aux premières à Hollywood, des choses comme ça. Enfin, plein de trucs absolument dégueulasses, quoi. D'accord. Bah, je suis preneur de si tu as un lien, Je te passerai ça avec plaisir, tu bien sûr. De ouf. penses à ça, ouais. OK. Et du coup, bah, effectivement, il y a une nouvelle adaptation de Tolkien, qui était en cours. Alors je dis adaptation, mais c'est un énorme raccourci parce que pour moi, ça ne tient pas vraiment de l'adaptation, ça tient un peu plus de la fanfiction. On a eu une discussion là-dessus dans un podcast il y a quelques jours entre spécialistes de Tolkien et en fait, ce serait plutôt à mi-chemin entre l'adaptation et la fanfiction. Mhm. Pourquoi? Parce que adaptation parce que c'est, l'univers qu'il a inventé,
Ce sont des personnages qu'il a inventés avec un certain nombre d'événements qu'il a écrits, mais qui sont présents de manière très très comment dire, succincte dans les annexes du Seigneur des Anneaux, en fait. Donc, Et... pardon. Non, non, et en plus, c'est une production à 1 milliard de dollars, quoi. C'est énorme. Oui, oui, alors là, oui, on est carrément dans le pharaonique, super pharaonique. Donc là, on est plus, j'ai l'impression, dans une sorte de caprice d'enfant riche Je suis que d'accord. dans une démarche de vrais fans. Alors, je dis pas que Jeff Bezos n'est pas un fan de Tolkien, hein, c'est fort probable, voilà. Mais Jackson avait une démarche un peu plus artistique, à mon sens. Donc, avec ces anneaux de pouvoir, en fait, on nous raconte effectivement le deuxième âge de la Terre du Milieu, au travers comment dire, d'un certain nombre de personnages et d'événements qui ne sont qu'effleurés chez Tolkien, et même certains personnages n'existaient pas, en fait. Donc c'est pour ça qu'on peut parler de fanfiction aussi, parce qu'il y a une grosse part d'invention dans cette série. Oui, En termes en termes d'éléments de base, hein, bien sûr. Ah, je suis complètement d'accord. Et pour un produit, ce qu'il est à ce prix-là, je trouve que même d'un point de vue divertissement, on n'est pas ultra bien servi, quoi. Alors ça dépend, moi je trouve, j'ai regardé au début les 2 premiers épisodes, je les trouvais très mous. Je trouvais qu'il manquait d'âme. On voyait pas trop où il voulait en venir. Et puis au fil des épisodes, donc le 5e devrait sortir demain matin, si je ne m'abuse. 3 et 4, je trouvais que ça prenait un peu plus de chair, et que du coup, voilà, j'avais envie de voir où ils allaient. Ouais. Il y a des personnages inventés, comme je l'ai dit, mais qui ne sont pas inintéressants, comme l'elfe Arondir. On va voir ce qu'il va devenir. On a Galadriel qui, dans sa jeunesse, effectivement, était une combattante, dont la vie dans ces anneaux de pouvoir connaît plusieurs raccourcis, voire même, comment dire, dans la façon dont elle se déplace, hein. À un moment donné, elle décide de faire du 500 km nage libre, donc c'est un peu particulier, mais voilà. Mais il y a le personnage est intrigant, un peu ado rebelle par moment, donc ça va pas plaire à tout le monde, mais je suis curieux de voir où ça va nous mener. Moi, je suis plutôt de cette frange, comment dire, curieuse de voir ce qu'on fait d'une œuvre que j'ai adorée. Il y a des gardiens du temple, il y a des gens qui souhaitent qu'on ne touche pas comment dire, à une œuvre originale, et qui crachent sur toutes les adaptations. Il y en a qui sont pas franchement amicaux, et qui au final se rendent compte qu'il y a des choses intéressantes. Et puis tu as le grand public. Enfin, il y a des gens qui sont très grand public. Coucou Patrick Siqueira, qui prennent vraiment comment dire, toutes les occasions de prendre du bon temps avec du divertissement, et c'est aussi un positionnement que je respecte et que je comprends. Après, effectivement, ce qui me pose problème, c'est qu'on ait mis Le Seigneur des Anneaux dans le titre de la série. Ouais. Pour moi, c'est presque un non-sens, en fait. Voilà, ça a quasiment rien à voir avec Le Seigneur des Anneaux. Il y a 2 personnages en commun, mais ça se déroule des centaines, voire des milliers d'années plus tôt, a priori. Parce que, je dis bien a priori, parce que la gestion du temps est aussi un peu problématique. Ouais. Dans les anneaux de pouvoir, il y a 4 ou 5 trames narratives, et elles peuvent en principe pas se dérouler en même temps. Donc à voir D'accord. comment ils vont accrocher les wagons à ce niveau-là. Ça me rappelle un peu The Witcher d'ailleurs, parce que la première saison de The Witcher, c'était le bordel au niveau comment dire, de la trame temporelle.
Ils ont dû ramer pour accrocher les wagons par la suite. Donc, bon, j'espère que ce sera un peu mieux géré cette fois-ci. Mais écoute, ouais, de toute façon, c'est vrai qu'on pourra juger qu'à la fin de la première saison, de voir vraiment. Mais c'est vrai qu'il y a ce Ouais. côté, oui, comme tu dis très bien, on a un peu le sentiment aussi qu'on sait pas. Enfin, je pense qu'on va être peut-être agréablement surpris, mais on sait pas l'impression où ça va vraiment. Les enjeux sont posés, mais Non. sont pas foufou, je vais dire. Ouais, ouais, voilà, attention, spoiler, Númenor va être englouti. Sauron va certainement apparaître et monter en puissance. Voilà. Il est peut-être déjà apparu, hein, Ouais. sous une Oui, forme un peu tout le monde particulière. essaie de se demander qui c'est, etc. Des moments, c'est rigolo. Il y a un mème qui Bah, à la circule, on fait fin, Sauron, 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 etc. ouais, c'est ça, il y a même déjà. Bon, à la fin de l'épisode 4, on a une piste, mais est-ce que c'est pas une fausse piste? Ça m'étonnerait qu'à moitié. Donc, il y a des choses qui sont pas inintéressantes, mais voilà, j'attends de juger sur pièce. Effectivement, à la fin de la première saison, je pense qu'on aura déjà une idée de la qualité de la série. Mais effectivement, ce n'est pas une adaptation, ce n'est pas Le Seigneur des Anneaux. Voilà, il faut rétablir un peu les choses, la vérité. Là, ouais, remettre, je sais plus. Ah, bah. L'église au centre du Ah, village. merci, c'est ça, je cherchais, j'avais pas trouvé. En plus, c'est sûr, j'avais pas trouvé. Ok, du coup, Yannick, quelle est ta future actualité? Eh bien, ce week-end, moi, je participe à la convention Tolkien qui a lieu à Ploua, dans les Côtes d'Armor. Ça s'appelle Sur les terres de l'Unique, où c'est un festival que j'aime beaucoup. Voilà, il y a des rencontres avec des personnages, enfin des personnes expertes de Tolkien. Là, il y a par exemple deux auteurs de bande dessinée qui ont fait La Terre du Milieu, mais un peu sur la gauche, qui est une BD parodique. Il y a la doubleuse de Galadriel, le doubleur d'Elrond dans Les Anneaux de Pouvoir. Il y a des illustrateurs. Et autour de ça, effectivement, il y a toute une fête avec des stands divers et variés, d'artistes, d'auteurs, comment dire, d'artisans. On peut s'initier au lancer de hache, si je me souviens bien. Il y a un défilé de nains. Donc c'est une grande fête chaque année en Bretagne et c'est très sympa. Je vais au mois d'octobre, alors je me souviens plus de la date exacte, mais c'est en plein milieu des vacances scolaires. Je suis au Festival Fantastique d'Annecy, qui a lieu au château. Et puis entre-temps, je vais faire des dédicaces dans des librairies, Le Furet du Nord, dans le nord de la région parisienne. D'accord, donc tu as fait une petite Voilà. tournée autour de la sortie du livre avec C'est ça, les éditions ça. ActuSF. Tout à Ah, fait. Bah, c'est une tournée effectivement co-organisée par les éditions ActuSF. Et puis à côté de ça, bah, je vais continuer à écrire des guides. Voilà, je peux pas en dire plus parce qu'on en est au début de l'écriture du prochain. C'est une écriture à deux cette fois-ci. Et puis ça sera sur une autre figure de l'imaginaire. eh ben Toujours chez ActuSF. on va attendre ça avec grand plaisir. Eh ben écoute Yannick, pour moi c'est tout bon. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'aurais oublié d'aborder, que tu aurais envie d'aborder sur cette œuvre? Non, je pense qu'on a à peu près fait On le a fait un bon tour. petit tour, ouais, de ouf, hein. Ouais, je ne peux qu'inciter les gens à lire Tolkien. Essayez peut-être la nouvelle traduction si jamais effectivement ils ne l'ont pas encore lu. Toujours chez Christian Bourgois, Ok, j'avais pas retenu. en grand format et puis en poche, je crois que c'est Pocket. Ok. Eh ben Voilà. eh ben merci Yannick de nous avoir rejoints et d'avoir passé cette heure avec nous autour de ton livre, donc le guide de Tolkien chez ActuSF, dans toute votre bonne librairie indépendante, ou alors directement sur le site d'ActuSF. Pour ceux qui sont sur Twitch actuellement, Adrien a eu la gentillesse de nous donner le lien direct pour le commander, sachant qu'on l'a épinglé pendant toute l'émission, donc vous ne pouviez pas le louper, il était en haut du chat tout le long. Je pense que je vais le prendre comme agent, Adrien. Oui, bah là, En fait, il a pas lâché l'affaire, hein. on se connaît depuis longtemps avec Adrien, donc juste pour dire qu'effectivement,
C'est un de mes amis et qui vient de sortir un ouvrage absolument remarquable sur les vampires, sorti également chez ActuSF. Et ben voilà, voilà donc un très, très bon ouvrage, fait par un passionné, voilà, depuis très longtemps des vampires et Et je tiens à le saluer chaleureusement. notre discussion, tout comme celle avec Yannick, se retrouvera en podcast sur toutes les plateformes qui vous sied, ou tout simplement sur le site des Intergalactiques. Mais la discussion qu'on a fait avec Adrien est en ligne, donc si vous souhaitez l'écouter, pour son Vampirologie, qui est aussi sorti il y a quelques semaines, toujours chez ActuSF. Donc c'est un peu les OP ActuSF, là, j'avoue. Après Jérôme Vincent, il me nourrit, il me fait ouais, machin, on peut faire un truc, là, des bouquins et tout, donc Mais forcément. c'est son plan pour être maître du monde, en fait. C'est Voilà. ça. Hein. Il est en plein dedans. Bah merci Yannick, je te souhaite une bonne soirée. On se retrouve en antenne pour que je te salue. En attendant les amis, moi je vais vous mettre des petites bandes annonces avant qu'on décide du film à suivre sur la chaîne pour le reste de la nuit, de la soirée, de la nuit, de la matinée. Vous connaissez les bails.